Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Diane Tayeb, formatrice, pour échanger avec elle autour de la méditation de pleine conscience et de ses bienfaits en période de reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Diane. Salut Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux démarrer par te présenter s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Diane, j'habite et j'ai grandi à Paris. Aujourd'hui, j'interviens en entreprise et auprès des particuliers sur différentes problématiques liées à la connaissance de soi et aux relations avec les autres. Ça prend plusieurs formes. Par exemple, demain, j'interviens dans une grande banque auprès d'ingénieurs pour les amener à développer leur conscience de leurs émotions pour mieux se réguler, mieux se comprendre, mieux se gérer et interagir avec les autres avec plus de confiance et d'authenticité, on va dire. Donc ça, c'est un des programmes dans lesquels j'interviens. J'interviens dans un programme de réorientation professionnelle qui s'appelle Switch Collective. Je donne des ateliers, des cours de méditation de pleine conscience. Et puis, je suis nouvellement formatrice en énéagramme. On aime beaucoup ici les parcours de reconversion et je crois que tu n'as pas toujours fait ça toi non plus. Je crois que tu t'es reconvertie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton propre cheminement ? Carrément. Alors, moi, je n'ai pas du tout fait ça, en effet, à la base. J'ai fait une école de commerce, après une classe préparatoire, et j'ai bossé en entreprise pendant pas mal d'années. En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai un peu suivi, on va dire, une voie, entre guillemets, tracée, sans trop me poser de questions. En fait, ce n'est pas vrai. Je me posais énormément de questions. Depuis tout le temps, je me demandais ce qui avait du sens pour moi, ce que je voulais vraiment faire, etc. Mais comme j'avais aucune clé pour adresser ces questions-là, j'ai avancé. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai bossé dans des organisations internationales en Thaïlande et au Cambodge. Et ensuite, j'ai bossé dans une entreprise qui accompagne des grands groupes pour les aider à innover et qui accompagne des entrepreneurs, qui s'appelle School Lab. Et j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Et en fait, c'est en étant à School Lab alors j'adorais ce que je faisais, concrètement j'adorais mon job, mais je me suis rendu compte de pas mal de schémas qui m'allaient plus. J'étais très nerveuse, très agressive. J'ai l'impression que ma vie me filait à côté de moi, que je courais tout le temps partout, que j'avais pas d'espace pour vivre une vie pleine et riche, en fait. J'ai l'impression de courir après tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets de développement personnel et c'est ça qui m'a amenée à me reconvertir, en fait. Ça a été facile le basculement ? Non, ça a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps. Je suis restée 4 ans à School Lab et je pense déjà au bout d'un an, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. En fait, ça allait bien le job, mais je sentais qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais pas au bon endroit et je ne savais pas quoi en faire. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été en plusieurs étapes. Ça a été, j'ai découvert des livres de méditation, j'ai fait un stage de communication non violente qui est une pratique pour comprendre ses émotions. J'ai découvert la psychologie positive, j'ai lu plein de livres, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais en fait, j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à quitter mes chefs que j'adorais parce que j'avais été la première salariée à School Lab. Donc, du coup, il y avait un lien affectif très fort. Ça a été un gros challenge pour moi d'apprendre à dépasser cette peur-là, de quitter le navire, quoi. Aussi de me dire, j'accepte de transitionner, même si je ne sais pas quelle va être ma prochaine étape. Ça a été aussi une épreuve aussi. Et puis, ça a été pavé de pas mal d'épreuves. Et à vrai dire, le moment où ça a été très clair pour moi, c'est quand j'ai fait une retraite de méditation en silence, où je suis sortie de ma retraite. Et en fait, c'était évident, il n'y avait plus de doute. Et 2 semaines après, je suis partie. Donc, voilà. Justement, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler de méditation de pleine conscience. Comment la méditation est entrée dans ta vie à toi ? Alors, c'était en 2014. J'étais avec des copains un week-end. Et puis, j'ai une copine dans le groupe qui dit « Ah, j'ai lu ce livre, c'est génial, ça s'appelle Méditer jour après jour de Christophe André. »
Moi, j'avais déjà entendu parler du mot méditation, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et je lui dis, ah, mais c'est quoi? Et du coup, elle nous en avait parlé. Et un autre des copains du groupe qui méditait aussi nous avait fait vivre une méditation. Et je me rappelle qu'il avait décrit ça comme trouver un refuge en soi. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, j'avais acheté le livre de Christophe André et j'ai commencé comme ça. Et c'est un livre magnifique avec des beaux tableaux d'art, en fait, qui permettent, chaque tableau amène un élément sur ce qu'est la méditation de pleine conscience et on chemine comme ça. Et donc ça m'a donné envie. J'ai lu le livre, j'ai médité avec les podcasts de Christophe André, puis j'ai été assister aux conférences que donnait Christophe André au Grand Rex à l'époque. Bon, je pense que maintenant ça a dû reprendre, mais en tout cas, il y avait des grandes conférences où le Grand Rex était plein, où on méditait ensemble, c'était génial. Et puis, petit à petit, j'ai fait un programme qui s'appelle MBSR, qui est un programme de 8 semaines. J'ai fait une retraite de méditation dans un village, dans le village des Pruniers, qui est un monastère bouddhiste, mais ouvert à tous. J'ai suivi un diplôme universitaire de méditation, médecine et neurosciences à l'Université de médecine de Strasbourg. J'ai fait des retraites en silence. Bref, je ne me suis plus jamais arrêtée. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience? Alors déjà, en effet, merci de préciser, parce qu'il y a plein de formes de méditation. Ça, on ne le sait pas forcément. Celle qui aujourd'hui est la plus répandue, en tout cas dans nos sociétés occidentales, quand on dit « je médite », très souvent, on parle de la méditation de pleine conscience. Et la méditation de pleine conscience, c'est s'entraîner à porter attention à ce qu'on est en train de vivre, instant après instant. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas forcément clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça part du principe que, je ne sais pas si ça te parle, je suis sûre que ça parle certains de nos auditeurs, qu'il y a plein de moments dans nos vies où en fait on est en train de vivre quelque chose, mais on est ailleurs. Notre esprit est focalisé sur des projections futures, en train de s'inquiéter pour la presse qu'on doit rendre dans 2 jours, ou de se rappeler la conversation qu'on a eue hier avec notre sœur qui ne s'est pas bien passée. Et alors qu'on est en train de vivre quelque chose, en réalité, notre attention est ailleurs. Il y a même des études scientifiques qui ont montré que 50% du temps, notre attention est ailleurs. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, notre attention rentre dans ce qu'on appelle le mode par défaut, c'est-à-dire que notre cerveau au repos n'est pas vraiment au repos, il est actif. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se projeter dans le futur, dans le passé, il va alimenter un sentiment du soi, donc du moi, avec ses peurs, avec les croyances, etc. Et il va chercher les problèmes. Et ça a été hyper utile pour l'être humain pour survivre, sauf que ça peut nous empêcher de vivre. Et donc, la méditation, c'est de s'entraîner à prendre conscience des perceptions mentales qui peuvent nous couper de ce qu'on est en train de vivre et de s'entraîner et de se réentraîner à être là, au contact de ce que je suis en train de vivre maintenant, dans mon corps, dans mes ressentis, dans mes émotions. De porter une attention plus ouverte, plus présente, tout simplement, à ce qu'on est en train de vivre. D'où la pleine conscience. D'où la pleine conscience, exactement. Quels sont ses bienfaits au quotidien? Alors, je pourrais répondre de 2 manières. Je pourrais répondre en parlant de toutes les études scientifiques qui ont prouvé les impacts de la méditation sur la réduction du stress, sur l'amélioration de la concentration, sur le fait de moins souffrir de la douleur physique. Donc, du coup, typiquement, par rapport pour ceux qui ont des douleurs chroniques, de mal de dos, etc., ça change la relation à la douleur. Il y a même des recherches qui sont en train de faire qui montrent que la méditation tendrait à allonger l'espérance de vie en quelque sorte. C'est des recherches qui sont en train d'être faites, mais en tout cas, à ralentir le vieillissement cellulaire, à diminuer l'anxiété. Bref, il y a l'approche scientifique avec des recherches qui ont été prouvées, validées. Il y a même une nouvelle discipline qui a émergé qui s'appelle les neurosciences contemplatives. Et donc, j'ai étudié ça pendant 2 semaines quand j'ai fait le diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. Neurosciences contemplatives, c'est comment est-ce que les neurosciences expliquent l'impact des pratiques contemplatives. Les pratiques contemplatives, par exemple, la méditation, c'est une pratique contemplative. Quand on médite, on n'est pas dans l'action, on est dans la contemplation de ce qui est. Donc, c'est une nouvelle discipline qui a émergé, qui étudie ça. Donc ça, si vous voulez voir d'ailleurs une étude à ce sujet, il y a un super documentaire d'Arte qui avait été fait il y a quelques années, qui s'appelle « Les étonnantes vertus de la méditation », qui résume toutes ces recherches et qui est super. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Super.
Et puis, à titre personnel, moi, les bienfaits que ça m'a apporté, alors il y en a plein. Je pense que les premiers bienfaits, ça a été de réduire mon agitation. Moi, je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Et dans mon ancien job, ça prenait la forme d'une hyperactivité. Et en fait, j'étais tout le temps dans plein de projets. J'étais presque dans une fuite en avant de projets, en fait. Et je m'épuisais dans 1000 trucs que je faisais. Et je épuisais mon corps, en fait. J'épuisais mon corps, j'épuisais mes ressources, mais je ne me rendais pas compte. Enfin, si, je me rendais compte que j'étais fatiguée, mais je pensais que c'était normal, en fait. Je ne me rendais pas compte que c'était un choix inconscient. Et donc, la méditation m'a permis déjà de prendre conscience de ça et d'apprendre à écouter mon corps, d'apprendre à écouter les limites de mon corps. Quand est-ce que, là, en fait, je suis complètement agitée, sursollicitée par plein d'informations, trop de projets en même temps, difficulté à se concentrer. Est-ce qu'au lieu d'alimenter la roue du hamster, je peux m'arrêter et respirer? Et ça a été un énorme déclic pour moi, de prendre conscience que je pouvais choisir, par exemple, quand j'allais du trajet de la maison au métro, de ne pas déjà faire ma to-do list à l'avance et de juste regarder le ciel, regarder les oiseaux, les arbres, voir les visages des passants, sentir le froid. Donc ça a été vraiment un des premiers bienfaits, c'est d'apprendre à écouter les limites de mon corps et d'aller à contre-courant de mes schémas d'agitation anxieuse. Autre bienfait, ça a été d'apprendre à comprendre mes émotions. Moi, je suis quelqu'un de très émotive. J'ai des émotions toute la journée qui passent des hauts, de haut à bas, avec toutes les nuances de joie, d'enthousiasme, ensuite d'agacement, de peine, de chagrin, de frustration, et puis de joie. Bref, je vis des montagnes russes émotionnelles tous les jours. Et en fait, je vivais mal ça, parce que je me disais, mais j'ai un problème, quoi. Et la méditation m'a aidée à sentir les émotions, moins m'identifier à elles, moins les alimenter, en fait, et juste les ressentir, les laisser passer. Et puis, quand il y a du stress, est-ce que je peux juste m'asseoir et ressentir le stress et puis me rendre compte qu'en fait, ça va passer, au lieu de le subir, en fait. Et là, en ce moment, la méditation m'a aidé, et là, c'est ça qui est en train de processer, entre guillemets, quand je médite, je me suis rendu compte il y a 1 an et demi, dans une retraite de méditation en silence, de tous les jugements que j'avais vis-à-vis de moi-même, de à quel point j'étais pas assez comme ci, trop cela, que j'étais pas légitime pour ceci, etc., etc. Et puis je m'identifiais à ça, je pensais que c'était vrai. Et donc j'ai pris conscience de ça, et maintenant c'est comme si la méditation m'aidait à voir quand il y a des jugements. Et du coup, là, j'ai un choix. La conscience émerge et se dit, est-ce que j'ai encore envie de me juger? Non, peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte que c'est juste des pensées qui me font du mal et me dire, je fais de mon mieux. Et donc, voilà. Mais je pourrais donner des milliards d'exemples, mais en tout cas, voilà, ça, c'est un peu les 3 étapes que j'ai vues, moi, dans ma propre pratique. Je sais que chez chacun, c'est différent. Ça va venir éclairer ce qui a besoin d'être apaisé à un instant T, et chez chacun, c'est différent. On a tous des cheminements différents. Alors justement, quand on est en période de reconversion, tu l'as sans doute connu aussi, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de montagnes russes aussi émotionnelles. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience peut apporter dans ce moment de transition de vie? Alors, déjà, je pense que ça peut aider à ne pas se laisser envahir par ces anxiétés. Parfois, en période de transition, ce qui peut rendre anxieux, c'est je ne sais pas quelle est la prochaine étape, par exemple. Sauf que si l'anxiété prend toute la place, je n'ai plus la confiance d'avancer vers des prochaines étapes pour les débroussailler. Et ça peut être une des difficultés auxquelles, en tout cas moi, auxquelles j'ai pu faire face. Et donc la méditation permet dans ces moments d'anxiété, par exemple, de écouter l'anxiété, la ressentir, mais ne pas se laisser envahir par elle et prendre conscience que c'est juste une émotion et que ce que l'anxiété vient me dire n'est pas une vérité, mais est juste une émotion qui me traverse comme un visiteur qui vient toquer devant ma porte, et qu'en fait, je peux choisir de ce visiteur d'ouvrir la porte, de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à me dire, mais de ne pas le laisser envahir ma maison et du coup m'empêcher de vivre. Donc, c'est reprendre en quelque sorte le... Alors, j'aime pas le mot contrôle, j'aime pas le mot maîtrise, mais je dirais surfer sur la vague au lieu d'être embarqué par la vague. Ça, c'est par rapport à l'anxiété qui peut émerger dans les phases de transition. Il y a plein d'autres choses qui sont plus, je pense, du côté, on va dire, positif, bénéfique, et moins dans la réduction des difficultés.
la méditation, ça aide à se connecter à son intuition. Moi, ça m'a aidé vraiment à identifier en moi ce qui sonnait juste et ce qui sonnait moins juste. Parfois, on fait des choix rationnels, mais qui, au fond, si on s'écoute vraiment, ne sont pas des choix qui sont vraiment les nôtres, qui sont juste des choix parce qu'on se dit que ce serait bien pour nous. Mais si on prenait le temps de s'écouter vraiment, il y a un truc en nous qui nous dirait non, en fait, c'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. Et la méditation, elle nous permet de nous reconnecter à cette petite voix en nous qui est comme une boussole, en fait, qui permet de cheminer dans la vie et qui nous donne des informations qui ne sont pas des informations mentales, mais qui sont plus des informations instinctives, intuitives, qui nous disent ce vers quoi on a envie, ce qui nous drive, ce qui nous motive à l'intérieur de nous. Pas juste parce qu'on l'a rationalisé et que ça paraît être un choix raisonnable. Et je ne dis pas que les choix raisonnables sont mauvais, je dis juste que c'est important d'écouter les deux. La raison, mais aussi ce qui me parle à l'intérieur de moi, le cœur, entre guillemets, si je le donne une symbolique, quoi. Et donc, la méditation, ça aide à se reconnecter à ses envies, à son intériorité, à ses drivers, à ses moteurs. Et donc, ça devient une boussole génialissime pour faire des choix aussi. Moi, je sais que maintenant, donc étant à mon compte, on me demande je sais pas, on va me proposer des missions. Et avant, je pense que j'écoutais beaucoup, tiens, c'est reconnu, tiens, c'est bien que je fasse ça, etc. Et maintenant, j'écoute mes tripes. Est-ce que ça sonne juste si je me projette dans cette mission? Et ça m'apporte plein d'autres informations qui sont essentielles et qui m'aident à cheminer dans la vie et à faire les bons choix. Mm. Voilà deux éléments de réponse, mais il y en aurait plein d'autres. Mais en tout cas, voilà les deux qui me paraissent les plus évidents. Oui. C'est déjà des super pistes parce que se reconnecter à soi et faire baisser son niveau d'anxiété, et l'un et l'autre, moins on a d'anxiété, plus on se reconnecte à soi, et plus on se reconnecte à soi, moins on a d'anxiété. Enfin, tout est lié, donc c'est intéressant. Et la grande question qui suit, c'est comment débuter quand on n'y connaît rien. Il y a beaucoup de livres, d'applis, enfin voilà, on entend plein de choses. Comment débuter si on n'y connaît rien? Moi, vraiment, le livre que je trouve extraordinaire, si on est sensible au livre, c'est Méditer jour après jour de Christophe André. Parce que c'est une démarche à la fois. Donc, Christophe André, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un psychiatre. C'est un des premiers psychiatres qui a introduit la méditation en France dans les hôpitaux. Et maintenant, il est devenu très connu parce qu'il a vraiment démocratisé la méditation en France auprès du grand public. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, a une vision scientifique et à la fois une personnalité très liée à la philosophie, à la poésie. Donc, il y a vraiment les deux approches. Il y a des gens qui ont plus besoin de s'appuyer sur des appuis scientifiques parce que c'est rassurant et d'autres qui ont besoin d'être inspirés. Et peut-être qu'on a besoin des deux en même temps. Et donc, moi, ce que j'aime chez Christophe André, c'est qu'il incarne les deux. Donc, je trouve que c'est un super moyen de démarrer si on est sensible aux livres. Si les livres, c'est compliqué pour nous de lire des livres d'intériorité, de développement personnel, qu'on sent que voilà, l'envie n'est pas vraiment là et qu'on a envie d'essayer autrement, il y a les applis. Alors, moi, je guide des méditations sur une appli qui s'appelle Mind, que j'aime particulièrement parce qu'en fait, elle a pour particularité de s'appuyer sur les enseignants, c'est-à-dire de reconstituer ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne sais pas, on va découvrir une nouvelle pratique de sport ou d'art, et c'est un enseignant qui va nous toucher, et du coup, on va avoir envie de suivre ce que cet enseignant fait avec sa manière de transmettre. Et Mind retranscrit ça dans la mesure où les programmes sont écrits avec des enseignants qui incarnent ce qu'ils vont transmettre parce qu'ils ont choisi d'enseigner sur ce thème-là. Donc, ça fait quelque chose de très authentique et qui fait que voilà, on peut suivre, je sais pas, Thomas Gérard, on peut suivre Dominique Retour, on peut suivre Diane Tayeb sur les pratiques qu'ils enseignaient. Du coup, c'est vraiment eux qui enseignent. Il y a une autre appli qui est super bien aussi, qui s'appelle Petit Bambou, qui est la plus médiatisée, et qui est très, très bien aussi. Si les apps... Alors, les apps, ça peut être une première rentrée dans la méditation. Mais il y a des gens à qui ça ne correspond pas parce qu'on est seul derrière son téléphone ou son ordinateur et que ça peut être démotivant. Et donc, dans ces cas-là, ce qui peut être chouette, c'est de trouver des initiations en présentiel à côté de chez soi. Il y en a plein. Parfois, on peut regarder sur des groupes Facebook, on peut taper Méditation Paris ou Méditation Lyon ou Méditation, je ne sais pas où vous êtes basé. Et voilà, et regarder les programmes qui existent. Il y en a qui sont audacieux et qui commencent la méditation par faire une retraite silencieuse. C'est aussi possible de faire ce choix-là, de se dire, tiens, moi j'ai envie de plonger dedans. Et donc, si c'est le cas, vous pouvez regarder ce que propose Martin Aylward,
Aylward, qui est un de mes enseignants, qui est super, qui est un centre dans le sud de la France, qui s'appelle le Moulin de Chave. Alors, c'est intense, hein, il faut être préparé à aller méditer pendant 10 jours, enfin une semaine ou 5 jours ou 10 jours en silence. Mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui ont envie de se lancer, je sais qu'il y en a qui démarrent comme ça. Sentez-vous libre. Quoi d'autre? Il y a des conférences qui sont données de temps en temps. Il y a... Ouais, en tout cas, c'est ce que je vois là comme première piste. C'est déjà très riche tout ce que tu donnes. Et alors, il y a débuter et puis il y a tenir dans la durée. Parce que les fameuses, on y vient bientôt, mais les bonnes résolutions de janvier vont arriver. Voilà, je me mets à la méditation, j'achète le livre, je me connecte à l'appli, je fais ça une semaine, un mois. Et puis, je vais peut-être trouver toujours une excuse, quelque chose de plus urgent à faire. Comment, voilà, est-ce que toi, tu as des conseils pour tenir cette pratique dans la durée et en faire une priorité au quotidien? Alors déjà, rassurer, c'est que c'est normal. Enfin, moi, j'ai mis des années avant d'introduire une pratique régulière. Et il y a des gens pour qui ça va être plus facile, et on est tous différents là-dessus. Mais en tout cas, souvent, quand on... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où je médite au début, j'adore ce que je ressens, ça me fait du bien, et du coup, ça me donne envie de continuer. Et puis, à un moment, je médite, et puis je vais être face à des anxiétés, des pensées, et je vais me dire, ah, j'arrive pas à méditer, j'ai trop de pensées. Et en fait, en réalité, la méditation, c'est pas du tout ne pas avoir de pensée, ça c'est une fausse croyance. La méditation, c'est rentrer en relation avec ce qui est là à l'intérieur de moi. Et à certains moments, ce qui est là à l'intérieur de moi, c'est plein de pensées. Donc, comment j'apprends à ne pas fuir ça, et puis être avec, et puis petit à petit à revenir à sa respiration, à revenir à son corps. Mais parfois, ça, en effet, ça peut entraîner la démotivation. Donc, prendre conscience que, c'est normal, que ça arrive à tout le monde, et que ça ne veut pas dire que, parce que parfois, ce qu'on va se dire, c'est je ne suis pas fait pour méditer. Et bien ça, c'est ce que notre esprit veut nous dire. Mais souvent, ce n'est pas vrai. En fait, tout le monde peut méditer. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à certaines personnes et pas accessible à d'autres. Tout le monde peut apprendre à ça. Comment dire, c'est quelque chose ça demande un cheminement et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, quand c'est difficile de tenir la régularité, se dire que c'est normal, et deux, se demander ce dont on a besoin pour le mettre en priorité. Il y a plein de petites choses qui peuvent aider. Première chose qui peut aider, c'est de se rappeler son intention. Se dire pourquoi j'ai décidé et je me suis dit que la méditation pourrait me faire du bien. Tiens, peut-être que je me suis dit que j'avais envie de développer plus de calme. Tiens, je me suis dit que j'avais envie de développer plus de présence quand je suis avec mes enfants et ma famille, par exemple, etc., etc. Si je me rappelle de mon intention, bien, peut-être que je vais me rendre compte que mon intention est plus importante que mon envie du moment, par exemple, scroller sur Instagram et Facebook au lieu de méditer. Et du coup, je vais me mettre dans la balance et je vais me dire, ah ben oui, en fait, peut-être que oui, cette intention, elle est importante pour moi. Et du coup, ça va raviver le feu, la flamme de la motivation. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, alors je vous donne des choses assez différentes, mais se fixer un temps tous les jours, se dire, tiens, ce sera à telle heure. Et au début, ça peut aider. Et ça peut même être fait dans un cadre professionnel ou en famille. Moi, quand j'ai commencé à méditer, c'était très dur pour moi de tenir une régularité seule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mes collègues qu'on se retrouve tous les jours à 15 heures et qu'on médite ensemble 15 minutes. Et parfois, il y avait 10 personnes et parfois, j'étais toute seule. Mais du coup, moi, j'avais ce sorte de rendez-vous que je m'étais donné, que j'avais donné aux autres tous les jours. Donc, du coup, je m'y tenais. Et on peut le faire en famille. Si au travail, ça ne nous paraît pas judicieux, ça peut être en famille. Ce qui peut aider parfois, c'est de se créer un espace dans la maison, un petit coin confortable qui nous donne envie de méditer. Parce que, voilà, si on doit, je sais pas moi, tout bouger dans son salon à chaque fois qu'on a envie de méditer, c'est compliqué. Alors que si on a un petit espace avec des choses qu'on aime, peut-être un endroit cocooning avec un petit tapis, peut-être, je sais pas, des petites plantes, bref, un endroit où on a une petite bougie qu'on peut allumer, un endroit qui invite à se poser, prendre soin de soi, ça peut aider aussi. Et puis après, honnêtement, méditer seul, c'est dur. Moi, je sais que j'ai régulièrement besoin de raviver la flamme de ma pratique. Et c'est en allant méditer avec des gens, donc en rejoignant des cycles, en allant à des retraites, etc. Et ça fait partie aussi du cheminement. Moi, des cycles, j'en propose régulièrement à Paris et j'en ai proposé un cet automne avec un groupe de 12 personnes et puis j'en reproposerai un à la rentrée. Je donne une journée de pratique aussi le 11 décembre. Bref, il y a plein d'opportunités pour aller méditer en groupe. Et ça permet de se relier à son intention, de se rappeler pourquoi on est là et puis ça redonne du feu. Ça remet du bois dans le feu, en quelque sorte.
Oui, c'est intéressant de se dire que c'est pas, on apprend, puis après on doit se débrouiller toujours tout seul, mais que c'est une pratique qui a besoin de se renouveler aussi et comme un feu qu'on entretient, quoi. Complètement. Et que si on décroche, ça fait aussi partie du processus. Exactement. Et il ne faut pas s'en vouloir ou se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Exactement. Et moi, j'ai vraiment eu des phases, j'ai eu des hivers dans ma pratique de méditation, même si ça faisait des années que je méditais, où j'ai eu, je sais pas, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, où en fait, j'avais des résistances et je voulais pas méditer. Et en fait, ben, c'était intéressant de se rendre compte que ce qu'il y avait là-dedans, ben, c'était justement de la résistance en moi, une sorte de colère que j'avais pas envie d'aller rencontrer parce que c'était trop tôt pour moi. Et qu'en fait, ça m'a demandé du temps et du courage de me dire, ben non, mais je vais aller voir ce qu'il y a en fait derrière ça et je vais en prendre soin. Parce qu'on aurait tendance à penser que la méditation, c'est juste entraîner son attention. En fait, non, c'est apprendre à prendre soin de ce qu'on... prendre conscience de ce qu'on traverse à un instant T, et deux, en prendre soin. Et parfois, ce qu'on traverse est difficile et on n'a pas envie d'y aller. Donc, on préfère le refouler. Et parfois, c'est la meilleure chose à faire de le refouler. Mais d'autres fois, on se rend compte que refouler, ça nous empêche d'avancer dans nos vies. Mm. Donc, d'apprendre à s'écouter et à prendre soin de soi. Mm. Est-ce qu'il y a des moments plus favorables dans la journée, le matin, le soir? Alors, mon prof de méditation dirait, le moment le plus favorable est celui où vous avez le plus de chances de vraiment méditer. Donc, si pour vous, c'est plus simple le matin, go pour le matin. Si pour vous, c'est plus simple le soir, parce que le matin, il y a toute la logistique des enfants, des machins, ben, le soir, c'est très bien. Ouais, moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à chercher quel est le meilleur moment pour eux. Moi, je sais, à titre personnel, que quand je médite le matin, ça va influencer ma journée. Si je commence ma journée par écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et en prendre soin, et me relier à l'essentiel, en quelque sorte, me relier au fait que ben voilà, je respire, je suis en vie, que c'est une chance d'être en vie, me relier à l'essentiel en fait de ce que c'est que démarrer une nouvelle journée finalement, et ben ma journée va être différente. Mais je sais que si j'en fais une règle stricte, méditer tous les matins, ben, il y a des matins où je vais me réveiller, je vais me dire, ben non, là, j'ai pas envie de méditer. Et par contre, quelques heures plus tard, après avoir un peu travaillé, ben, je vais ressentir le besoin de me poser, de me recentrer. Donc voilà, cherchez chacun les uns et les autres quel est le moment le plus favorable pour que vous le fassiez vraiment tous les jours. Et un autre conseil aussi qui peut aider, parfois on se met la pression, on se dit, ah, il faut que je médite 20 minutes par jour, sinon ça ne Mm. sert à rien. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Alors, moi, je vous conseille de vous donner une intention, encore une fois. Donc, par exemple, se dire, bah, tiens, mettons que vous démarriez la méditation, bah, pour commencer, je vais méditer 10 minutes tous les jours, et c'est super. Et si un jour, vous n'avez pas 10 minutes, si 10 minutes, c'est trop, et que vous n'avez que 5 minutes, eh ben, c'est mieux de s'asseoir 5 minutes que de ne pas le faire. Parce que si on ne le fait pas, peut-être le jour après, on se dira, ah, je ne l'ai pas fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Alors que si chaque jour, on est encore dans ce truc d'entretenir la flamme, si chaque jour, on entretient la flamme, eh bien, le bénéfice, les bienfaits vont plus se faire ressentir que si on médite 1 heure une fois par semaine, par exemple. Mm. Je vais faire court, mais régulièrement, et Exactement. se donner des objectifs énormes, Exactement. un peu comme la course à pied, quoi. Voilà, un peu comme ça, finalement. Tout, ouais. Quand on commence du piano, quand on commence à jouer du piano, mieux vaut faire 5-10 minutes de piano tous les jours plutôt que tout rattraper en une semaine. Parce que ben voilà, c'est comme tout entraînement, ça a besoin d'infuser, de s'installer dans nos corps et dans nos esprits, dans notre être, quoi. Donc tout ça, ça demande de la régularité. Mm. Super. Tu as parlé de programmes que tu allais animer d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en reparler si ça intéresse certains de nos auditeurs? Avec joie. Alors, le samedi 11 décembre, je propose une journée de méditation de pleine conscience pour ceux qui habitent à Paris ou dans les environs, qui est dans une salle magnifique au cœur du parc floral, donc métro Château de Vincennes, RER A aux lignes 1. Et en fait, la salle, elle donne sur la nature, donc ça va être une journée pour comprendre ce que c'est que la méditation. C'est ouvert aux débutants comme à ceux qui pratiquent déjà. Et alors ceux qui ont peur et se disent, mais une journée de méditation entière, mais je vais mourir. Eh bien, soyez rassurés. On alterne entre des temps de méditation, d'échanges à deux ou à trois, d'échanges en grand groupe, d'autres exercices, etc. Donc c'est doux. C'est une journée pour prendre soin de soi. Et on profitera aussi de la nature. Je ne sais pas encore comment, mais probablement pour faire un temps de marche méditative en silence sous les arbres. Voilà, donc ça va être une belle journée. Il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me contacter pour me poser des questions.
Et aussi, j'organise avec mon frère le week-end du 17-19 décembre un week-end entier autour de la méditation, mais aussi de la créativité en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a de la méditation, de la danse, des instants de musique. Mon frère joue le hang du hang. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un instrument magnifique en métal, qui est un instrument qui est né il y a quelques années et qui fait un son très enveloppant en fait, qui invite à la relaxation. Et donc, il va nous proposer du hang pour faire par exemple un temps de connexion à soi par le son. Et c'est dans un lieu à 1h30 de Paris, à côté de Poitiers, qui s'appelle l'Atelier des Sources, où on mange trop bien, qui est magnifique. Donc, ça va être un beau week-end et c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de savoir danser, il n'y a pas besoin d'être créatif. C'est vraiment un week-end pour se cocooner. Et puis, nous, on l'a vraiment vu comme faire le point sur 2021 et préparer 2022. Super, ça a l'air hyper inspirant, hyper tentant. Je mettrai toutes les infos dans la description du podcast. Merci beaucoup, Diane. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.